Bonjour à tous. Nous débutons le bloc 2 sur l'évolution avec différents concepts qu'a utilisé Darwin pour émettre sa théorie de l'évolution. Donc, premier concept que nous allons voir s'appelle homologie et divergence. Celui-ci est relié à un concept vu auparavant, soit la structure définit la fonction. Dans ce cas-ci, nous avons affaire au niveau homologue à une même structure. Cette même structure-là va avoir des fonctions différentes chez des espèces différentes. D'où le terme divergence, donc la structure est la même, mais les utilisations divergent. L'exemple ici illustré est tiré de votre livre. Donc on voit 4 squelettes de mammifères différents qui comportent les mêmes os. Donc les os sont colorés, ils n'ont pas nécessairement la même structure, mais ce sont les mêmes os. Donc nous avons ici le bras d'un être humain, la patte d'un chien, la nageoire d'une baleine ainsi que l'aile d'une chauve-souris. Donc, ce sont 4 structures équivalentes, mais des fonctions différentes, soit attraper des objets, marcher, nager ou voler. Les animaux ici représentés ont des niches écologiques variées. Donc, ils ont dû s'adapter à leur milieu de vie. Donc, la même structure a pris des tangentes différentes au niveau des fonctions. Donc, comme d'habitude, je vous laisse arrêter la vidéo et je vous laisse trouver 2 exemples concrets du concept homologie et divergence. Le concept opposé au précédent se nomme analogie et convergence. Donc, dans ce cas-ci, nous avons des structures qui sont radicalement différentes, mais dont la fonction est identique. Elles se retrouvent principalement chez des organismes qui ont des niches écologiques semblables, donc qui ont les mêmes besoins. Et ce sont généralement des organismes qui ne sont vraiment pas apparentés au niveau taxonomique. Nous avons ici l'exemple de l'oiseau-mouche et de celui du papillon. Donc la fonction ici est de recueillir le nectar au fond des fleurs, mais les 2 structures sont vraiment différentes, soit le bec chez l'oiseau et la trompe chez le papillon. Encore, je vous demanderai de trouver 2 exemples concrets qui se rapportent au concept d'analogie et convergence. Une autre découverte qu'a utilisée Darwin pour sa théorie est celle des organes vestigiaux. Donc, vestige, quelque chose qui nous ramène au passé. Qu'est-ce qu'un organe vestigial? C'est un organe qui est encore présent chez l'organisme, mais qui n'a plus de fonction. Donc, éventuellement, cet organe-là est en train de s'atrophier ou est de moins en moins présent au sein d'une population et éventuellement devrait disparaître puisqu'il n'a plus d'utilité et que celui-ci devient vraiment inutile chez l'animal ou l'organisme vivant et celui lui apporte des inconvénients ou du moins aucun avantage. Il est à noter que cet organe-là, les protéines qu'il compose vont toujours être présentes dans l'ADN de l'organisme, mais qu'il ne sera plus exprimé, qu'il sera vraiment inhibé. Donc, comme d'habitude, je vous laisse trouver 2 organes vestigiaux. Voici un premier exemple. Ah oui, Marie Marmotte? Oui, monsieur, moi je voudrais parler de l'appendice, l'appendice qu'il y a dans le ventre, là, puis des fois, là, les gens ont des appendicites. Ah, oui, Marie Marmotte, c'est le premier exemple qui vient généralement en tête. Par contre, dans ce cas-ci, il faut faire attention.
Parce que contrairement à ce qu'on pense, l'appendice a encore une fonction. Donc, auparavant, l'appendice était beaucoup plus long et servait chez les herbivores à la digestion vraiment des végétaux. Et comme on l'a vu précédemment, on sait que les végétaux contiennent beaucoup de fibres, de la cellulose, et que celle-ci est souvent non digestible. Par contre, certains animaux réussissent à la digérer grâce à des protistes qu'ils ont à l'intérieur d'eux, qui vivent en symbiose, mais le processus est assez long et l'appendice, chez les herbivores, est généralement plus long. Chez l'être humain, étant donné que nous sommes vraiment omnivores, l'appendice n'a plus vraiment cette fonction-là et sert plutôt au niveau du système lymphatique. Donc, on y retrouve des tissus lymphoïdes qui vont servir à nettoyer le système digestif des différents parasites que l'on pourrait avoir ingérés avec notre nourriture. On peut penser à des bactéries pathogènes, des virus, un mycète, etc. Donc voici ce qui se passe lorsqu'il y a une infection, une appendicite. Celle-ci va gonfler, va éclater et va répandre son contenu à l'intérieur de la cavité abdominale. Donc, en même temps, les pathogènes vont s'y promener et peuvent aller attaquer les autres organes importants, le foie, le pancréas, la rate. Donc, c'est pour ça qu'une intervention chirurgicale est très rapide lorsque une personne a une crise d'appendicite. Je reviens à ce que j'avais dit tantôt, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un organe vestigial parce qu'il a encore une fonction. Ici, il a changé de fonction, donc on parle de concept appelé exaptation. E-X-A-P-T-A-T-I-O-N. Un autre exemple, mais pas un autre parce que le premier ne l'était pas, mais un exemple d'organe vestigial, les dents de sagesse. Celle-ci servait auparavant à broyer la nourriture qui était vraiment solide, très dure. On peut penser aux noix que l'on voulait briser pour avoir à l'intérieur vraiment ce qui était comestible pour nous, les petites graines. Donc, auparavant, les humains avaient des dents de sagesse pour broyer ces graines-là. Aujourd'hui, grâce à l'utilisation du feu, l'homme a réussi à ramollir sa nourriture et les dents de sagesse sont devenues inutiles. Donc, c'est pour ça que plusieurs d'entre nous n'en ont jamais eu. Étant donné que les dents de sagesse sont devenues inutiles, notre mâchoire a également rétréci. Donc, la mâchoire étant plus courte, il y a moins de place pour les dents de sagesse. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Cela peut causer de l'inconfort et de la douleur, et on doit les retirer. Et si on les laisse là, elles vont pousser, si on veut, exercer une pression sur les autres dents et faire en sorte que notre dentition ne sera pas régulière, d'où la raison de les enlever. Éventuellement, d'ici quelques générations, combien? 100, 1000, Dieu le sait, les dents de sagesse auront disparu chez l'être humain. Un autre exemple d'organe vestigial, on peut penser par exemple aux chiens. Aux chiens qui, en arrière des pattes, ont un genre de petites griffes. Donc, on appelle ergots. En fin de compte, c'était l'orteil supplémentaire qui était présente chez le chien, qui vraiment n'était plus utile. Celle-ci a remonté, on verra plus tard les gènes homéobox, et n'a plus aucune utilité. Et c'est un organe qui devrait finalement disparaître éventuellement. Un autre concept utilisé par Darwin est le camouflage. Donc, qu'est-ce que le camouflage? C'est lorsqu'un organisme vivant va se servir de son environnement pour se cacher. Donc, il va imiter les objets qui sont inertes. Donc, je vous laisse trouver 5 exemples de camouflage. C'est plus facile chez les animaux. Donc, 5 exemples de camouflage avec 5 couleurs différentes et en reliant l'objet auquel le camouflage est attaché. Donc, pour bien me faire comprendre, j'ai choisi cette couleur-là, l'animal, pour me confondre avec
quelle partie de mon environnement. Donc, je laisse trouver 5 exemples. En voici quelques-uns. Par exemple, plusieurs animaux sont bruns. On peut penser au chevreuil, par exemple, et celui-ci, cette couleur lui permet de se camoufler au travers des branches et des troncs. On a certains animaux qui sont noirs. On peut penser à certains oiseaux qui vont faire leur nid au sol. Cela permet de se camoufler avec la terre et les roches. On a plusieurs insectes qui sont verts pour se camoufler au travers des feuilles. Nous avons le blanc pour l'ours polaire avec la neige, les glaces. Et on a, par exemple, des animaux qui vont avoir 2 couleurs de camouflage. On peut penser aux poissons, dont le ventre est blanc et dont la partie dorsale est généralement de couleur foncée. Donc, si un prédateur arrive par-dessus le poisson, il ne remarquera pas celui-ci parce que la couleur foncée va se camoufler avec le fond du lac ou de la rivière. Si le prédateur, par contre, se trouve sous le poisson, en regardant vers le haut, le ventre blanc va être camouflé grâce à la lumière solaire qui pénètre dans l'eau. Donc ici, on parle de contre-illumination. Si on regarde les images, ici, on peut voir notre insecte à gauche qui imite une feuille, tandis qu'à droite, on voit un guépard qui est bien camouflé. On a ici un autre type de camouflage qu'on pourrait noter par ce qu'on appelle le changement de contour. Autrement dit, l'animal a, si on veut, plusieurs colorations ou plusieurs patterns qui permettent de changer sa forme. Donc, on ne voit pas vraiment sa forme lorsqu'il est dans son bon milieu. On peut penser au zèbre. Donc, le zèbre, au travers des feuilles, au travers des longues herbes, est bien camouflé parce qu'on ne distingue pas vraiment sa forme et ses prédateurs, tels le lion, n'est pas capable vraiment de le distinguer. Un autre concept utilisé par Darwin est ce qu'on appelle le mimétisme bathésien. Donc, le mimétisme, c'est lorsque un organisme vivant va en imiter un autre. Donc, le mimétisme bathésien a été trouvé par M. William Bates. Et ici, qu'est-ce que c'est? On a le modèle, et le modèle est un organisme qui possède une coloration d'avertissement parce qu'il est soit venimeux, soit vénéneux. Le modèle, lui, est toujours dangereux. Le mime, par contre, est non toxique. Donc, il se sert de son mimétisme pour imiter l'espèce toxique, même si lui ne l'est pas. Donc, il ne gaspille pas d'énergie à faire du poison. Il en est probablement incapable. Donc, d'où le type de mimétisme bathésien. Donc, ici, on voit un serpent. C'est quelque chose qui est régulièrement rencontré chez les reptiles. On a également d'autres types de mimétisme. Donc, ici, on vient de parler de la coloration, mais on peut avoir certains organismes qui vont faire un mimétisme chimique. Donc, ils vont imiter les odeurs d'un autre organisme qui, lui, serait toxique. Ils peuvent également imiter le goût. Donc, quand le prédateur les attrape, goûte, oups, on peut penser que c'est toxique et va recracher l'organisme vivant. On peut avoir également un mimétisme comportemental où le mime va imiter le comportement du modèle. On termine avec le mimétisme mullérien. Donc ici, on voit 8 papillons. Ces 8 papillons-là sont toxiques. Donc, dans le mimétisme mullérien, il n'y a pas vraiment de modèle et de mime en tant que tel. On pourrait dire que ce sont tous des mimes l'un de l'autre parce que tous sont toxiques dans ce cas-ci. Merci beaucoup.